Maud Bréjon, bonjour. Bonjour. L'Europe avance, mais dans une ambiance un peu d'inquiétude et de tension avec Moscou. Hier, Vladimir Poutine a comparé Macron à Napoléon. Il a dit voilà, ils veulent jouer à Napoléon. Ça s'est mal terminé. Comment vous prenez cette nouvelle saillie de Vladimir Poutine ? Moi, ce que je veux d'abord retenir de la soirée d'hier soir, et je voudrais qu'on commence par ça, c'est que l'Union européenne s'accorde aujourd'hui. On va en parler, 800 milliards, c'est pas rien. S'accorde sur le fond, avec les 800 milliards pour la défense, pour le développement de nouveaux matériels stratégiques, et s'accorde sur le message, le double message qu'elle envoie à Vladimir Poutine et à Donald Trump. On a longtemps attendu, et notamment au sein de ma famille politique, ce réveil européen. On a souvent alarmé. Le président de la République a été la tête de pont de ceux qui ont défendu une Europe puissante, souveraine et indépendante. Et enfin, alors certains diront malheureusement il aura fallu une crise et une guerre absolument dramatique, mais enfin nous y sommes. Nous sommes à un tournant, le monde est à un tournant, mais je crois qu'on peut être fier parce que l'Europe est à la hauteur. C'est peut-être ça qui a effrayé Vladimir Poutine, en tout cas qui l'oblige à sortir. C'est peut-être ça. Le président de la République lui a d'ailleurs très bien répondu. Il a dit on l'a piqué, on l'a démasqué. En disant qu'on avait démasqué son jeu, je crois. En tout cas, il a face à lui, peut-être ne s'y attendait-il pas, une Union européenne, une Europe même, parce que j'inclus le UK, qui est à la hauteur de la situation et qui lui répond d'égal à égal, qui prend la mesure des décisions qu'elle doit prendre et qu'elle doit assumer, au-delà des décisions de Donald Trump et au-delà de l'attitude, est certes extrêmement offensive de Vladimir Poutine, mais enfin, comment sommes-nous encore surpris des mots qu'il peut utiliser quand on voit les actes qui sont les siens depuis près de 4 ans maintenant, le début de la guerre en Ukraine, 4 ans, 3 ans depuis 2022, pardon, oui. ou 11 ans depuis 2014 et la Crimée. L'Europe unie, presque, parce qu'il manque quand même la signature de Orban de la Hongrie. Ils sont d'accord sur le plan de défense européen, mais ils n'ont pas signé, ils ne sont pas d'accord sur le soutien à l'Ukraine. Il y a encore du chemin, mais enfin, quel pas de géant on a fait. Quel pas de géant. Là où certains se cherchaient encore peut-être, je pense à l'Italie dans leur relation un peu plus ambiguë avec les États-Unis que nous. La Slovaquie. J'ai vu hier une Union européenne et une Europe essentiellement alignées, encore une fois, 800 milliards d'euros, une méthode partagée, un objectif partagé, un message partagé. On est enfin au rendez-vous. Peut-être un peu tard, il faut le dire. Et je voudrais, moi, redire à ce micro, encore une fois, pas pour être dans la flagornerie, mais qu'on a la chance en France d'avoir un président de la République qui, aujourd'hui, a la légitimité pour porter ce message d'unité, encore une fois, de souveraineté, parce qu'il a été, depuis 2017 maintenant, sur ces sujets précurseur. Le discours de la Sorbonne. Il a été la locomotive de l'Union européenne et je crois qu'il a posé les jalons qui nous permettent aujourd'hui d'être là, d'en arriver là et d'être à la hauteur. Et Dieu sait que c'était pas facile. Mais On nous a souvent dit, y compris dans le débat français, qu'on se trompait de route, que l'Union européenne n'était pas la bonne voie, qu'au fond ça c'était presque parfois des solutions du passé. On a fait face à beaucoup d'euroscepticisme pendant les campagnes, lors des élections européennes, mais également lors des campagnes nationales, je pense notamment aux campagnes présidentielles. Et on voit aujourd'hui que c'était la seule solution et la seule voie à suivre, et qu'elle était en fait, face aux grandes crises internationales, absolument vitale. Aujourd'hui, le reproche fait au président de la République, c'est de dramatiser à l'excès, de faire peur aux Français, d'être un va-t-en-guerre. Mais ça fait des années qu'on reproche, depuis le début de la guerre en Ukraine, avant même le début de la guerre en Ukraine, qu'on reproche au président de la République de dramatiser. Je constate que tout ce sur quoi il a alarmé s'est malheureusement produit. Combien nous ont expliqué que jamais Vladimir Poutine n'envahirait l'Ukraine en 2020, 2021. Et ça s'est passé, la crise de l'OTAN aussi. La crise de l'OTAN. Donc, on peut faire la liste de tout ce sur quoi le président de la République est alarmé et qui s'est passé, ça justifie le discours qu'elle tient aujourd'hui. Et puis, enfin, prenons conscience de la situation, de ce qui est en train de se passer. On le redit beaucoup, mais ce n'est pas uniquement la sécurité de l'Ukraine, même si elle est très importante, qui est en jeu. C'est
président de la République parle d'environ 1000 blessés et morts par jour. Et puis c'est la sécurité de l'Europe. Alors cette sécurité de l'Europe, c'est aussi le parapluie nucléaire français. Le président est clair maintenant. Nous étendons cette protection à nos alliés européens. Certains lui reprochent de dire cela. Nous ouvrons ce débat. Nous ouvrons ce débat à l'appel historique, pour reprendre ce mot du futur chancelier allemand. Je crois que l'Europe est mature aujourd'hui pour avoir ce débat. Le président de la République n'a pas dessiné le point d'arrivée. Il n'a pas apporté les conclusions avant que ce débat se tienne. Et c'est aussi un débat, c'est bien légitime, qu'il faudra qu'on puisse avoir au sein de notre communauté nationale, et notamment à l'Assemblée et au Sénat. Ça prendra du temps. Il n'y a pas encore une fois, de point d'arrivée défini. Mais on voit bien que face aux États-Unis qui se dirigent vers un repli nationaliste, si l'Europe doit prendre son destin en main, ça nécessite aussi d'ouvrir ces portes-là et d'accepter de poser ces questions-là. Parce que si la France ne le fait pas, un certain nombre de pays de l'Union européenne resteront dépendants du parapluie américain. Il faut quand même le rappeler. Donc, et ça n'avancera pas. Et ça, voilà. Les 800 milliards de plan européen, c'est en partie une autorisation de dépenses pour chaque État, des dépenses qui ne seront pas comptées dans leur déficit, les fameux 3%. Qui était demandé par le président de la République. Depuis très longtemps. Mais il va falloir donc que nous investissions en France. Comment faire? Certains disent qu'il faut créer un livret d'épargne spécial défense. D'autres disent non, il faut prendre le livret A et puis le rerouter vers les industries de la défense. Quelle est votre vision? Toutes les solutions et les deux solutions que vous avez apportées, Sébastien Lecornu parlait notamment de ces investissements sur un livret dédié à la défense, et je trouve que c'est une approche patriotique qui, moi, me convient très bien. Il en parlait chez vos confrères de France Inter, je crois, hier matin. En revanche, on va se dire les choses. On est dans une situation budgétaire, financière extrêmement contrainte. On a terminé l'année passée à plus de 6% de déficit. On vise 5,4. On vise 5,4. Il va falloir freiner encore les dépenses. Et là où on essaie, avec des difficultés, de faire des économies supplémentaires, on voit à quel point le budget qu'on a finalement réussi à passer a été un chemin de croix. On va devoir faire des efforts supplémentaires et faire des économies supplémentaires. Ça va nécessiter un petit peu de courage et de responsabilité collective au sein de la classe politique française. Quand Emmanuel Macron dit lors de son allocution « J'ai besoin de vous », il le dit indéniablement aux Français, mais aussi aux élus. Mais aussi aux élus, parce qu'in fine, c'est l'Assemblée et le Sénat qui votent les budgets, et bien sûr que les grands responsables politiques auront leur mot à dire là-dedans. Il va falloir faire des sacrifices, donc. Il va falloir accepter de faire des efforts, et moi j'ai beaucoup entendu depuis des mois, si ce n'est des années maintenant, un certain nombre de responsables politiques nous dire qu'il fallait réduire la dépense publique. Bien, je suis complètement d'accord avec eux, mais s'opposer à toute forme de proposition crédible de réduction de la dépense. Là, si on veut réellement avancer pour aider l'Ukraine et donc apporter des moyens supplémentaires, il va falloir être capable de faire des réformes et de faire des réductions budgétaires dans un certain nombre de ministères. Et est-ce qu'on pourrait demander aux Français de travailler plus ? De passer de 35 à 37 heures, par exemple, pour que la création de richesse soit favorisée? Je pense que c'est une question qui se posera indépendamment de la situation ukrainienne. Ma conviction, c'est que nous allons devoir travailler plus en France dans les années à venir, eu égard à la démographie, à la situation démographique qu'on connaît. On a déjà mené un certain nombre de réformes depuis plusieurs années, avec le président de la République. La réforme des retraites est une réforme qui amène à travailler davantage. La réforme de l'assurance chômage, je pense à la réforme du RSA également. Et on va devoir continuer dans cette voie-là. On doit le faire, non pas par plaisir, parce que j'entends bien que ce discours-là, il ne sonne pas toujours bien à l'oreille quand on l'entend au premier abord, mais parce que si on veut tenir nos investissements, et pas uniquement pour l'Ukraine, pour le service public par exemple, si on veut continuer à financer nos services publics, je pense à l'école et à la santé, si on veut continuer à payer les retraites de nos aînés, on va devoir faire ces efforts-là. Autre financement possible, saisir les avoirs russes, notamment les 209 milliards d'avoirs qui viennent de l'État russe, qui sont en Europe, qu'on a gelés.
et les dépenser. Alors, Gabriel Attal est pour, le ministre de l'économie, Éric Lombard, est contre. Et vous? C'est une proposition qui est nécessairement séduisante quand on l'entend en premier abord. Bien sûr que ces avoirs russes devraient pouvoir permettre de payer les efforts de soutien à l'Ukraine. Je commencerai par dire qu'on utilise déjà les intérêts On a le droit. de ces avoirs, et le président de la République évoquait hier le chiffre de 30 milliards d'euros pour cette année au titre des intérêts de ces avoirs. J'entends aussi, et je concède humblement ne pas être spécialiste, mais un certain nombre de voix, Éric Lombard en fait partie, Sébastien Lecornu émettait également des réserves hier sur France Inter, un certain nombre de voix qui disent que la saisie de ces avoirs pourrait déstabiliser économiquement la zone euro. C'est-à-dire les autres investisseurs ne viendraient plus en disant on risque de se faire saisir un jour. Poser également un certain nombre de questions de droit et donc tout ça pourrait avoir des répercussions et des effets de bord qu'on ne maîtrise pas au premier regard. Donc bon, moi j'ai pas d'opposition de principe. Je pense que c'est une réflexion de bon sens. Peut-être qu'il faut prendre un petit peu de temps pour valider tout ça. Pour poser les choses. Est-ce qu'il faut rétablir un service national sous une certaine forme? La Belgique y songe. Pourquoi faire précisément? Je crois que le service militaire tel que l'ont vécu nos parents, enfin mes parents en tout cas, et moi, c'est fini, c'est plus l'armée dont on a besoin. N'est plus l'armée dont on a besoin, n'est plus le modèle qui est approprié au regard de la situation aujourd'hui. En revanche, je suis extrêmement favorable à aller vers la proposition de Sébastien Lecornu qui tend à augmenter le nombre de réservistes. Je pense que ça va dans le sens de l'élan patriotique voulu par le président de la République. Je pense que c'est extrêmement formateur pour les hommes et les femmes qui participeront à ce service, encore une fois, bénévole, en parallèle de leurs études, en parallèle de leur temps de travail. Le système doit aussi s'organiser pour permettre aux Français de le faire. Je pense notamment à lorsqu'on est en entreprise, on doit pouvoir avoir du temps qui se dégage pour ça. Mais c'est des modèles de formation d'ailleurs continue qui, à mon avis, sont extrêmement intéressantes et positivement accueillis au sein de la population française. Un dernier mot pour finir sur autre chose, le cas Rima Hassan. Certains élus de la majorité et de la droite veulent la déchoir de sa nationalité si elle était condamnée pour apologie du terrorisme. Vous partagez ce désir? Je crains que malheureusement ce soit juridiquement extrêmement compliqué puisque Rima Hassan n'a pas de double nationalité et que, vous le savez bien, dans le droit, on ne crée pas des apatrides. Une fois qu'on a dit ça, Rima Hassan a une liste de plusieurs dizaines de condamnations possibles. Et donc, c'est à la justice de faire son travail. Il faudrait ensuite en revenir à l'origine. Comment Rima Hassan est arrivée là? Elle a été malheureusement élue parce que Jean-Luc Mélenchon l'a permis. Maud Bréjon, merci, bonne journée. Merci. Radio J.